Et si je vous disais qu'au cœur de l'Union européenne, un petit pays a fait chuter les demandes d'asile à des niveaux parmi les plus bas du continent, au point que d'autres capitales veulent copier sa méthode? Bienvenue au Danemark, le modèle qui divise, mais qui intrigue toute l'Europe. En 2025, environ 76 000 personnes ont franchi les frontières de l'UE. 6 grandes routes expliquent ces entrées, et comme souvent, la Méditerranée centrale reste la plus fréquentée. À elle seule, près de 30 000 personnes sont arrivées par cette voie. Cela paraît beaucoup, et ça l'est, mais c'est un point crucial. C'est en baisse d'environ 20% par rapport à l'an dernier. Une amélioration nette sur la plupart des routes. Sauf qu'une fois dans l'UE, ces arrivants ne se répartissent pas équitablement entre États membres. Certains pays absorbent bien plus de demandes d'asile que d'autres. Prenez le Danemark, environ 960 demandes d'asile au premier semestre de cette année. Comparez maintenant avec l'Allemagne, plus de 65 000. L'écart est gigantesque. Malgré les gros titres, l'Allemagne n'est pas le pays ayant reçu le plus de demandes cette année. La première place revient à l'Espagne, avec un peu plus de 76 000 demandes au premier semestre 2025, suivi de la France avec 75 000, puis l'Allemagne à 65 000, l'Italie à 63 000, la Grèce à 28 000, et la Belgique comme les Pays-Bas à un peu plus de 17 000 chacun. Et aussi bas que soit le chiffre du Danemark, 960, il n'est pas le plus bas. La Hongrie, fidèle à une politique migratoire très stricte sous Viktor Orban, a enregistré seulement 47 demandes. La Slovaquie en a compté 84 et la Lituanie 152. Vous aurez remarqué que le nombre de demandes d'asile est bien supérieur au nombre d'entrées irrégulières mentionnées plus tôt. C'est parce qu'une partie des demandeurs arrivent par des voies légales, en avion, en ferry, avec un visa valide, puis déposent une demande d'asile une fois sur place. Ces cas ne sont pas comptés comme franchissements irréguliers. Or, les pays de l'UE n'ont pas la même population. Il faut donc regarder les demandes par habitant. Et c'est là que le Danemark se distingue vraiment. Seulement 0,4 demandes pour 1000 habitants l'an dernier, l'un des taux les plus bas de l'UE. Comment le pays a-t-il maintenu des chiffres aussi bas? Imaginez un pays réputé calme, où des trains s'arrêtent soudain, des familles avancent le long des autoroutes, et l'impression diffuse que le contrôle échappe aux autorités. En 2015, le Danemark a vécu son pic historique. Plus de 21 000 demandes d'asile sur l'année, dont 3 646 rien qu'en octobre, un record en 30 jours. Les gares ont débordé, et le réseau d'hébergement a gonflé jusqu'à environ 90 sites temporaires, avant de retomber bien plus tard à une quinzaine. Une partie de ces personnes voulait gagner la Suède, mais la pression politique s'est concentrée sur Copenhague. Cette séquence a joué comme un électrochoc national. Sur le plan politique, tout a changé. Le Parti du peuple danois, anti-immigration, est passé de la marge à un rôle charnière en 2015, dépassant un 5e des voix et imposant le sujet dans l'agenda. Même les sociodémocrates ont durci le ton. Mette Frederiksen a théorisé une ligne simple. Protéger le modèle social suppose de contrôler strictement l'immigration. Ce n'est pas un reniement, dit-elle, c'est la condition de la solidarité. En 2019, cela s'est traduit dans les urnes par un mandat explicite pour des frontières plus strictes et, objectif affiché, tendre vers zéro demande spontanée. Pendant des années, le Danemark a été vu comme le mouton noir de la politique migratoire européenne. Non pas parce qu'il n'a rien fait, mais parce qu'il a fait les choses très différemment. À tel point qu'on parle désormais de modèle danois. En 2016, au plus fort de la crise, Copenhague a frappé fort avec des mesures très visibles. Le signal envoyé au départ a été frontal. Des annonces en arabe dans la presse du Moyen-Orient ont expliqué que les prestations seraient réduites d'environ moitié pour les nouveaux arrivants, que le regroupement familial serait restreint et que l'apprentissage du danois deviendrait une exigence centrale. La fameuse loi des bijoux autorisait la confiscation des liquidités et objets de valeur au-delà d'environ 1 300 €, 10 000 couronnes, pour contribuer aux frais. Les alliances et objets à forte valeur sentimentale étaient exclus en principe, mais l'application sur le terrain restait sujette à appréciation, d'où la controverse. En parallèle, le pays a rétabli des contrôles à la frontière allemande, accéléré les renvois Dublin et renforcé le maillage de centres de départ comme Sjælsmark, avec des obligations de pointage et des droits limités. Le virage majeur intervient en 2019, avec ce que le pays a appelé la loi du changement de paradigme. Elle a redéfini ce que signifie l'asile au Danemark. On ne parle plus d'un droit au séjour long terme ou permanent, mais d'un titre temporaire, généralement d'1 à 2 ans, avec des réexamens réguliers pour vérifier si la protection est toujours justifiée. Le message a vite été clair. Vous êtes ici temporairement.
des Syriens originaires de zones jugées suffisamment sûres ont vu leur statut révoqué, 453 rien qu'en 2021. Certains ont quitté le pays, d'autres ont été dirigés vers des centres de départ en attendant un éloignement. L'externalisation a ajouté une couche supplémentaire. En 2021, Copenhague a fait adopter le principe d'un traitement des demandes hors d'Europe, par exemple au Rwanda, afin de couper l'attractivité des demandes spontanées sur le sol danois. Comment tout cela est-il possible avec les règles strictes de l'UE? Grâce à une particularité juridique, depuis les années 1990, le Danemark bénéficie d'une clause d'exemption officielle sur la politique d'asile et de migration de l'UE. C'est le seul État membre qui n'est pas lié par le régime d'asile européen commun. Résultat, Copenhague fixe ses propres règles sans devoir s'aligner sur le standard commun. Le modèle danois repose sur une logique simple. Si le Danemark devient une destination moins attractive, moins de personnes tenteront d'y aller. Et cette logique gagne du terrain en Europe. En 2024, 15 pays ont soutenu l'idée d'externaliser le traitement de l'asile vers des pays tiers. Les dirigeants de l'UE s'y intéressent aussi. L'externalisation a reçu un accueil favorable et de nouvelles propositions réglementaires ont été avancées pour la faciliter. La réforme comporte 4 changements clés, dont le plus important, redéfinir la notion de pays tiers sûr. Avec les nouvelles règles, un État membre pourrait envoyer un demandeur d'asile vers n'importe quel pays jugé sûr, et pas seulement celui avec lequel le demandeur a un lien personnel. Le texte doit encore être négocié entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Côté Conseil, la dynamique paraît favorable. Le Danemark, qui préside actuellement le Conseil, a fait de la migration une priorité. Le vrai obstacle pourrait venir du Parlement, où l'opposition est forte chez les groupes de gauche. La gauche, les socialistes et démocrates, et les Verts. Le volet le plus controversé, c'est la politique urbaine dite des ghettos. Des quartiers comme Mjølnerparken, Majoel-Nærparken, à Copenhague, ont été ciblés pour casser la ségrégation. Quotas de relogement, durcissement pénal localisé, programme d'intégration obligatoire, jusqu'à des démolitions et reconstructions pour disperser les communautés. L'objectif affiché est d'effacer d'ici 2030 les marqueurs socio-économiques de ségrégation. Les défenseurs parlent de mélange et d'égalité des chances. Les opposants dénoncent une ingénierie sociale coercitive. Autre pilier très strict, le regroupement familial. Pour faire venir sa famille, un demandeur d'asile doit remplir de nombreuses conditions. Avoir au moins 24 ans, être financièrement autonome, disposer d'un logement indépendant et déposer une garantie de 59 000 couronnes danoises, environ 7 700 €, sans parler de délais d'attente très longs. En Suède, à l'inverse, les règles sont bien plus souples. Pas d'exigence d'autonomie financière pour les réfugiés et possibilité de regroupement à partir de 21 ans. Le résultat, du point de vue danois, est spectaculaire. Après le pic de 2015, les demandes d'asile sont tombées à environ 1500 en 2020, l'un des niveaux les plus bas depuis les années 1990, puis sont restés faibles en 2022. En 2024, on est resté autour de quelques milliers de dossiers sur l'année, et au premier trimestre 2025, moins de 500 demandes enregistrées, dont une part à distance, pour des personnes déjà en séjour régulier, ce qui ramène les nouveaux arrivants à un chiffre encore plus réduit. Le stock de dossiers en attente est retombé vers son plus bas niveau en 40 ans, et le mix migratoire s'est déplacé vers des travailleurs qualifiés et des étudiants. Derrière les colonnes de chiffres, il y a des angles morts. Le zéro asile est surtout un signal politique. L'effet dissuasif tient beaucoup à la perception d'un pays devenu inhospitalier. Certaines mesures, très commentées, ont été peu appliquées dans les faits, mais elles ont suffi à façonner l'image. À l'autre bout, une minorité reste coincée en limbo administratif. Déboutés non éloignables, familles fragmentées par les conditions du regroupement, vie suspendue dans les centres de départ. Pour les partisans, c'est le prix d'un ordre retrouvé. Pour les critiques, c'est une fissure dans l'éthique d'un État riche, qui fut jadis un modèle d'accueil. Reste une question simple et dérangeante. A-t-on résolu une crise ou créé un dilemme durable où l'on gagne du contrôle au prix d'un capital moral plus fragile? La réponse dépend autant des chiffres que de la société qu'on veut bâtir. Le Danemark a imposé une méthode, et l'Europe en discute déjà les contours communs. Prochain arrêt, la Pologne. Un pays qui a fermé la porte sur sa frontière orientale tout en ouvrant très grand aux réfugiés ukrainiens. Deux réalités en apparence contradictoires qui racontent, elles aussi, une stratégie du tri. Si tu veux, on en fait le chapitre suivant, avec la même rigueur. Si ce décryptage vous a été utile,
Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Laissez-moi votre avis en commentaire. Le modèle danois est-il une solution durable ou un risque pour l'éthique européenne? Partagez la vidéo autour de vous pour nourrir le débat avec des faits, pas des slogans. Et si vous voulez la suite, restez avec moi. Le prochain épisode plonge dans le cas polonais, entre frontières verrouillées et accueil massif des Ukrainiens. À tout de suite.